plusieurs personnes se connectent. On va donner le temps aux gens de se connecter. Madame Smiralda est déjà arrivée, donc ça c'est top. Déjà, bon, j'aurais dû être là plus tôt, mais je l'ai expliqué. Je travaille aussi beaucoup par téléphone. Et avec la France, le décalage, C'est compliqué. Et non, je prends les rendez-vous même quand ils sont tard, parce que sinon le matin les gens partent, ils sont indisponibles. Est-ce qu'il y a du monde? Il y a du monde? Super. Alors pour le moment, on est combien? On attend d'être une petite dizaine avant de commencer en direct. Aujourd'hui, on va parler crabe, on va parler tradition, excusez-moi. On va parler Pâques, on va parler Pentecôte. Vous connaissez la poupée d'Isis? J'en ai entendu parler, mais pas encore. C'est mignon. Maintenant, je l'ai fait traduire en 4 langues. Donc, nos filles, les petites filles, quand elles lisent la poupée d'Isis, c'est magnifique. Elles s'identifient et elles développent une sorte de fierté. C'est très inattendu. C'est très inattendu parce qu'on a l'impression que les enfants sont écrasés. Mais dès que vous leur donnez une petite puce de rien du tout, ils renaissent, c'est incroyable. Alors, du coup, on va commencer. Merci à tous d'être là pour ce live Instagram aujourd'hui qui est organisé par Tété Douette, donc des balades gourmandes à Fort-de-France, qui font le pari de faire redécouvrir la cuisine martiniquaise sous plusieurs facettes, tout en mêlant cela avec une visite de la ville sous le plan culturel. Et pour ça, on s'est dit que c'était important aussi de revenir sur certaines traditions, pour déconstruire certaines traditions, certains rites, certaines façons de faire, qui sont propres parfois à la Martinique, parfois à la Guadeloupe, parfois aux deux. On a des similarités. Et aujourd'hui, on va parler notamment de la place du crabe dans la cuisine antillaise, en particulier dans la cuisine martiniquaise. La période s'y prête, puisque Pâques arrive bientôt, la Pentecôte arrive bientôt. Et ça nous paraissait important de faire un point sur ça. Je suis Maggie Sheninkin, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Juliette Smiralda, qui est sociologue, qui est consultante, qui est chercheure et qui est autrice. Elle est notamment à l'initiative d'un ouvrage que je vous recommande qui s'appelle Johan, chasseur de crabes, et qui est particulièrement bien fait, c'est très didactique et ça explique en fait tout ce qu'il y a autour du crabe en Martinique, donc sa place, la façon de le chasser, les propriétés, les caractéristiques du crabe, et qui a aussi un volet un peu historique, puisqu'elle explique comment ce produit s'est finalement fait une place de choix dans notre société. Madame Smiralda, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors j'ai dit que vous étiez sociologue, chercheur, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste exactement le travail de sociologue? Comment vous procédez? Alors, bonsoir à vos... C'est quoi, des téléspectateurs? D'une certaine façon, des internautes. Exactement. Bonsoir aux internautes. Merci pour votre invitation, donc à Tété Douette. Et c'est avec plaisir que je présente ce petit ouvrage parce qu'il ne peut pas de mine et je crois que les gens ne s'y intéressent pas parce qu'il s'intitule Johan, chasseur de crabes. Mais c'est un petit ouvrage, mine de rien, qui m'a demandé plusieurs années de travail, puisqu'il n'y a rien sur le sujet et qu'il fallait travailler. Donc, comment travailler? Moi, un sociologue, c'est comme dans la discipline de la médecine, il y a des branches. Donc, dans la sociologie, on a aussi des spécialités ou des spécialisations. Donc, moi, je me suis plutôt préoccupée de culture. Donc, je suis à la très, très, très fine frontière entre l'anthropologie culturelle, raciale et sociale et la sociologie générale. Donc, je me désigne comme une sociologue spécialisée dans les disciplines, tout ce qui concerne la culture, en fait, sociologie culturelle. Mais je fais beaucoup d'anthropologie, d'ethnologie, puisque, comme on le voit là, ici, ce petit ouvrage, si on devait le caractériser, on chercherait davantage l'anthropo-ethno plutôt que la socio, mais en même temps, ce qui fait la sociologie, c'est toute la partie comment une tradition culturelle s'inscrit dans des mœurs et comment on la transmet et qu'est-ce qu'on en fait. Donc ça, c'est aussi la société, le social. Alors, comment vous en êtes arrivé à vous intéresser au crabe? Alors, je m'intéresse à tous nos traits de culture, comme la cuisine, la gastronomie, l'alimentation est une
partie importante, très importante de nos pratiques. Je me suis intéressée, donc avant le matoto, au trempage. Et puis, j'ai eu à faire des conférences sur les repas de Noël. Donc, j'ai cherché depuis très longtemps, en anthropologie de l'alimentation notamment, et j'ai trouvé aussi des ouvrages qui m'ont permis de comparer nos plats avec ceux des Caraïbes, ceux des Français notamment, des composants qu'on a ici ou qu'on a eu, ceux des Caraïbes ne sont plus là. Et travailler sur les crabes, il faut que je rende hommage à Joanne, parce que Joanne existe vraiment. Joanne, je suis allée un jour chez mon garagiste et j'ai vu un tout petit bout de chou comme ça, je pense qu'il avait une douzaine d'années, et je le vois en train de tripoter dans un moteur de voiture, d'un air très très sérieux, très efficace, et je suis complètement là, ébahie, et je me dis... Et puis il va laisser son moteur, il y a un monsieur qu'on va voir aussi en photo, parce que leurs photos sont dans le livre, un vieux monsieur qui malheureusement perd son âme, qui est décédé aujourd'hui, et je le vois qui arrive avec son espèce de petite voiture camionnette. Il sort des planches, des choses comme ça, et il parle à Joanne. Je vois que ce sont de vieux copains, ils se connaissent, et puis ils discutent, voilà. Et je comprends qu'il lui explique comment ils vont faire faire les ratières. Et donc, mais Joanne est déjà chasseur, il en a, mais il veut en faire d'autres. Et le monsieur lui explique. Et je regarde ça, je me dis, mais c'est incroyable. Voilà, 2 générations qui se rencontrent, une transmission, mais vraiment à vue d'œil, et surtout la patience du monsieur, il s'appelait Georges, qui vient, et puis Joanne, qui est vraiment dans son affaire. Et je décide, je cogite, et puis je me dis, mais il faut que j'en fasse quelque chose. Sur les crabes, il n'y avait encore rien de vraiment écrit, et je décide que je vais raconter une histoire. Et je demande à Joanne de se mettre, donc d'essayer de m'expliquer comment il en est venu au crabe, pourquoi, et comment est-ce que il y est resté, parce que maintenant malheureusement il n'y est plus, et qu'est-ce que ça lui apporte. Donc c'est l'histoire d'argent de poche, l'histoire de donner des crabes à la maman pour qu'elle fasse le repas familial, mais aussi les nourrir quand il a fini de les chasser, quand il en a chassé assez, qu'il s'arrête, parce qu'il y a une date d'ouverture de la chasse au crabe et une date de fermeture. Et Joanne a un permis, il est très... Voilà. Donc il existe, hein, Joanne. J'ai décidé d'écrire, de reprendre les quelques éléments qu'il m'a donnés et d'écrire une histoire autour de ça. Donc je le fais exister à travers une histoire, c'est vrai, qui se dit à la première personne, mais bon, que j'ai travaillé. Et voilà comment est né donc Joanne, chasseur de crabes. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on a commencé, est-ce que vous avez réussi à situer, quand est-ce qu'on a commencé à manger du crabe en Martinique? Eh bien, il faut détacher les périodes, parce que ce qu'on va découvrir, et je l'ai mis à partir des sources que sont des sources que donne l'anonyme de Carpentras, c'est un ouvrage dont on ne sait pas qui est l'auteur, mais il a raconté beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui a visité probablement la Martinique dans les années 1630. Et donc c'est quelqu'un qui est arrivé au moment où les Caraïbes vivaient en Martinique et qui a observé leurs mœurs. Donc il va parler de la façon dont les Caraïbes chassent les crabes, les mangent, ce qu'ils en font. Et donc ça c'est une première période. Donc on mangeait déjà du crabe à l'époque Caraïbe. Ah oui, les Caraïbes mangeaient les crabes, mais pas comme les Africains. Voilà. Et ça, il faut qu'on le sache. C'est pour ça que je dis, c'est pas parce que les mêmes ressources existaient sur le même territoire que tous les peuples qui vont arriver là vont les utiliser de la même façon. Donc, les Blancs qui arrivent ici, les colons, ils ne savent pas se nourrir, ils ne sont pas habitués au climat tropical, etc. Et ils vont vraiment s'inspirer, se servir des ressources que leur montrent les Amérindiens, les Caraïbes ou le Kalinago, je crois, et ils vont donc se nourrir des crabes, tant qu'ils n'ont pas d'autres alternatives. Et puis petit à petit, ben, ils vont devenir comparaison, parce qu'ils ont, voilà, le travail gratuit, ça paye, hein, et donc petit à petit, ils font venir des choses de France, de la viande notamment, et ils vont délaisser les crabes, parce que ces machins malheureux,
et ils vont se nourrir à la viande. D'ailleurs, aux nôtres, à nos ascendants, ils vont laisser les os. On aime les os jusqu'à aujourd'hui. C'est une culture à travailler. Vous voyez, on a beaucoup de choses à explorer. Nous aimons les os. Vous donnez du poulet aux gens, ils vont préférer les parties osseuses que les parties de chair blanche. Vous donnez des queues de cochon, enfin du machin, les gens aiment tout ce qui est os ou os parce que ce sont les restes qu'on servait aux nôtres. Sur les crabes, à un moment donné, les colons les abandonnent, les Caraïbes vont plus ou moins disparaître, les colons les abandonnent et ils les laissent aux Africains. Les Africains sont, ils sont très mal nourris. Il faut qu'on sache aussi qu'ils ont tout le temps manqué d'alimentation, d'aliments. Ils ont eu faim tout le temps. Et les crabes sont là, à disposition. Il y en a beaucoup à certaines périodes. Et il suffit donc d'allonger la main et de les prendre et de cuisiner. Donc, ils les cuisinaient en abondance. Ça faisait, comme on dit, du beurre dans les épinards. Parce qu'ils avaient leur petit jardin, mais ils n'avaient pas de chair. Hein, les légumes étaient là, mais pas la chair. Donc, ils faisaient un complément. Et comme tout ce qu'on a comme aliment, sauce, bien assaisonné, roussi, tout ça, ça nous vient d'Afrique. Et c'est une tradition africaine. Et la tradition d'enlever l'odeur de frais dans les aliments, c'est, vous voyez, quand les Blancs nous donnent du poisson, on est un peu malheureux parce que l'odeur de frais n'est pas partie. Nous, on assaisonne nos poissons parfois la veille, parce que ça, c'est une tradition africaine, et c'est bien de le l'intégrer dans nos pratiques culinaires. Donc, les Africains vont utiliser ces bestioles-là qui sont disponibles, on va dire comment on peut dire ça, les assaisonner, les accommoder, voilà, merci. Vont les accommoder de manière à agrémenter leur repas. Donc, l'habitude va rester. Et puis, on sait que pendant les fêtes religieuses, les gens, jusqu'à aujourd'hui, je crois, pour ceux qui respectent la tradition, n'ont pas le droit de manger de la viande. Donc, ils vont utiliser, ça va devenir un repas, un plat qui va être systématiquement servi pendant ces périodes-là où on reste dans une période comment on dit ça, de vache maigre, entre guillemets. On ne consomme pas de chair et on va manger le crabe et d'abord une chair qui n'est pas grasse, qui est comment est-ce j'avais utilisé un mot pour expliquer que c'était une chair très maigre et en même temps c'est un crustacé qui apportait beaucoup de protéines et les protéines, c'est vrai qu'il les trouvait, les protéines de légumes dans les légumes, mais les protéines dans la chair, dans les animaux, etc., il n'en avait pas beaucoup. Donc les crabes leur en apportaient, c'était très riche, donc comme on a dit, en sels minéraux et en vitamines. Donc c'est devenu un plat par les Africains. Parce que la façon qu'avaient les Caraïbes d'abord parce qu'ils sont partis très tôt, enfin on les a exterminés beaucoup très tôt, mais ils les faisaient bouillir très peu, et tout entier, avec dans toute leur carcasse, et ils les mangeaient autrement, avec une sorte de pimentade qui n'avait absolument rien à voir, qui ne passait pas par l'assaisonnement ni par la cuisson prolongée comme le faisaient les Africains. Donc du coup la ressource était la même, donc le crabe était en abondance en Martinique, les Caraïbes consommaient déjà cette viande-là, d'une certaine façon, ces crustacés-là, les Africains aussi, mais c'est dans la préparation que ça diffère. Et aujourd'hui, le matoutou qu'on consomme aujourd'hui, il est héritier de la préparation africaine. Alors voilà, et on va voir sur la façon de désigner ce plat-là. Est aussi une erreur, mais c'est aussi qu'à un moment donné, comme nous ne travaillons pas beaucoup de manière précise l'anthropologie, notre culture, eh bien, il y a beaucoup de confusions qui sont faites du fait qu'il y a eu des Caraïbes, ou bien, etc. Mais la tendance est quand même à enlever tout ce qui est d'un apport intéressant, etc., aux Africains. Et ça, c'est une tendance de notre culture. Et ça vient depuis le début où les Blancs ont décrété que les Noirs n'avaient pas de culture. Mais nous ne nous rendons pas compte qu'en mettant tout sur le dos des Caraïbes, nous faisons le jeu
des Occidentaux qui ont décrété que l'Afrique n'avait pas de culture. Et voilà pourquoi j'insiste pour expliquer que voilà, il y a un apport africain mais je dis un apport, c'est pas le mot. La base de notre culture, elle est très, très, très africaine. Maintenant, il ne s'agit pas de dire ça, il faut le montrer. Donc, le travail d'entrepôt, d'ethnologie, de recensement de tout ce qui a été fait, qui se fait encore, est important. Bon, pour vérifier ce que je disais pour l'Afrique, j'ai demandé à des gens qui m'ont dit que, mais ça c'est un plat qu'on fait au Bénin. Le Bénin, c'est l'un des pays du continent africain qui a fourni le plus d'esclavagés. Donc, on sait que c'est pas une lubie, c'est pas une vue de l'esprit. Donc, au Bénin, c'est-à-dire que le matoutou qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des crabes avec du riz, avec une espèce de sauce très épaisse, c'est quelque chose qu'on retrouve du coup au Bénin. Qu'on retrouve au Bénin. Et quand j'ai fait, l'année dernière, j'ai envoyé un petit message sur Facebook, il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions. Et il y a même des gens qui m'ont dit, mais ça nous fait une belle jambe de savoir que ça vient du Bénin. Ça les dérangeait profondément qu'on parle, bien sûr, soit d'Afrique, soit qu'on essaye de donner une origine à ce que nous faisons. Eh bien, donc il y a des gens du Bénin qui sont tombés sur ce petit poste et qui m'ont répondu, qui m'ont envoyé des photos. Effectivement, ils cuisinent le matoutou encore plus en sauce que nous, donc on va voir pourquoi il y a du curry dedans, il y a du massalais, mais il y a une différence aujourd'hui, c'est que nos Africains ici ont enlevé la carapace. D'accord. Au Bénin, on nourrit le crabe, et il est un peu différent. On le nourrit, mais vraiment parce que c'est un process qui précède la préparation, et on le met tout entier dans le plat. Et la sauce est très jaune, comme un courbouillon. C'est très très joli, très épicé, très parfumé. Et quand ils ont le crabe tout entier avec ses pinces et tout ça dans leur assiette, ils enlèvent la carapace et toute la graisse de l'animal qui est pure, puisqu'on l'a bien nettoyé, bien nourri avant, et bien cette graisse-là n'est pas perdue. Et ils enlèvent donc la carapace et ils la secouent pour récupérer toutes les matières, parce qu'il n'y a pas que la graisse de là-dedans, et ils ont donc un repas, voilà. C'est ça la différence en fait. C'est que ici, pour des raisons que je ne sais pas, parce que si vous vous rappelez, je vous ai dit que les Caraïbes les faisaient cuire tout entier. Oui. Et on ne va pas dire que ce sont les Caraïbes qui sont allés montrer aux Béninois comment faire. Donc il y a des choses comme ça qui sont intéressantes à analyser. Pourquoi les Caraïbes tout entier, et puis voilà que on tombe sur une origine qui est bien loin qui est en Afrique, et où on va retrouver, mais ce ne sont pas les mêmes crabes, mais on va retrouver ce fait de cuisiner l'animal tout entier. Donc il y a des similarités. Vous l'avez dit, le matoutou, on met du massalé. Est-ce que le matoutou aurait des apports aussi indiens ou pas du tout? Alors, ce que je n'ai pas trouvé l'origine ce que je sais, c'est que nos compatriotes, enfin nos gens d'ici, croient que c'est un plat indien. En fait, les Africains, comme je l'ai dit, ou les descendants, ils préparaient le matoutou, on va garder le mot matoutou en attendant, ils le préparaient en faisant roussir les crabes. Et jusqu'à aujourd'hui, avant de mettre de la poudre à massalais ou de la pâte à massalais, il faut bien faire revenir le crabe. Il faut l'avoir assaisonné la veille parfois, l'avoir citronné énormément, aillé, etc. Et le lendemain, on fait roussir toutes les petites parties qu'on a récupérées, et avec la graisse aussi, hein, puisque la graisse, elle est faite pour donner de la couleur. Elle est plutôt verdâtre, et elle donne pas seulement du goût, mais aussi de la couleur. Donc, le crabe était roussi, et il était vraiment, il présentait une couleur je sais pas moi, d'un aliment qui a pris de la couleur en cuisant lentement, en étant remué tout le temps, etc. Et je ne sais pas à quel moment la pâte à massalais va être mêlée au crabe. Alors, ce qu'on sait, c'est que ça ne peut pas être daté de très longtemps, parce que les Indiens, par exemple, les premiers Indiens à la Martinique, les premiers arrivent en 1853, on les nourrit avec des aliments qu'on importe déjà sur les bateaux, avec du riz, on leur donne du massalais,
et des choses salées, etc. Beaucoup sont aussi végétariens déjà, il me semble. Donc, ils sont nourris à partir de distribution d'aliments par les colons. Donc, on ne sait pas à quel moment est-ce. Donc, si c'est venu, les Africains mangeaire déjà le crabe aussi. Donc c'est le contact de population, puisqu'ils vont se retrouver dans le même creuset que les Africains, c'est le contact de population qui va probablement créer ça, parce que les Noirs, les Africains vont voir, enfin les Indiens sont des Noirs aussi, hein, les Noirs, les Africains Kamites, Noirs, vont probablement dans le cadre d'échange, puisqu'ils vivent ensemble, ils se marient, ils ont des enfants, et probablement que c'est dans ce contact culturel que ça c'est venu. Alors ce contact culturel-là, c'est ça, celui-là que je ne trouve pas entre Caraïbes et Africains. C'est pour ça que j'ai du mal quand on me dit ce sont les Caraïbes qui ont donné. Mais entre Indiens et Africains, c'est vrai. Il y a eu ce contact et j'essaye de le montrer dans le livre sur le trempage. Vous voyez les feuilles de bananier, la manière de manger, etc. Mais les Africains mangeaient avec les doigts aussi. Ils utilisaient les feuilles de bananier ou de balisier. Donc il y a beaucoup de similitudes chez des peuples qui sont d'ailleurs sortis d'Afrique. Les Indiens sont des Dravidiens, ceux d'ici, qui sont sortis d'Afrique. On sait que l'héritage de l'Égypte antique et tout est passé par l'Inde, notamment le Tamil Nadu. Donc voilà, à quel moment, on ne sait pas, mais on peut prendre, on n'a pas, mais je pense que ça va être difficile, mais on peut faire essayer de trouver des hypothèses à partir de la date d'arrivée et à partir du moment où les Indiens seront dits créolisés, c'est-à-dire où ils vont commencer à parler la langue, donc la langue de notre langue nationale, si on veut, et où ils vont entrer en contact, parce que dans un premier temps, ils sont entre eux. On peut donc imaginer que peut-être une cinquantaine d'années après leur arrivée, ils se sont métissés, parce que j'ai vu, je connais des mélanges, enfin des chapécolis, comme on nous appelle, je suis concernée, je connais qui ont eu 98 ans, etc., à leur décès. Donc ça veut dire qu'un siècle avant, les métissages avaient commencé, donc à la fin du 19e. 19e. Ils sont arrivés en 1853, fin donc 19e. fin 19e. Voilà, donc on peut faire les hypothèses comme ça, évaluer jusqu'à ce que peut-être un détail dans un livre nous donnera la précision. On a beaucoup dit Matutu, etc. J'aimerais qu'on revienne sur le terme Matutu. Déjà, il faut savoir qu'en Martinique, on dit Matutu, en Guadeloupe, on dit Matete. Comment vous l'expliquez, et surtout, selon vous, le terme Matutu qu'on attribue a priori aux Caraïbes ne serait pas du tout ce pourquoi il l'utiliserait? Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Oui, alors, le terme, effectivement, pour désigner ce plat-là, en Guadeloupe, on dit matete. La préparation n'est pas tout à fait la même, hein, parce qu'ils cuisent le riz dans la sauce. Tandis qu'en Martinique, on fait séparément. Mais pour tout, on sépare aussi les féculents, etc. Et le matutu, en fait, en faisant des recherches, en lisant aussi, parce que c'est bien de lire Père là-bas, le Père là-bas, mais il y a aussi Cécile, comment elle s'appelle, qui travaillait aux archives, il me semble, qui a fait une petite recherche là-dessus. Selma, voilà, Cécile Selma. Et elle a écrit donc sur ces questions-là, le matutu, et avec le Père là-bas aussi, j'ai fait des comparaisons. Le matutu, chez les Caraïbes, ou je ne sais pas comment on les appelle, hein, c'est quoi, c'est Kalinago, quel est le vrai nom? Bon, en tout cas, je vais dire chez les Amérindiens. Chez les Amérindiens, c'est plus générique. Le matutu désignait un petit tabouret. En fait, quand on aborde les pratiques des Caraïbes, on se rend compte que les femmes préparaient le plat, justement, et ou bien ça pouvait être aussi la cassave et tout, et venaient servir leur mari sur un petit tabouret qui servait de table, en fait, et qui était juste posé devant eux. Et ce tabouret s'appelait un matutu. Comment
est-ce que, vous voyez, chez nous c'est un peu brouillon, mais c'est Comment est-ce que le nom d'une table est devenu le nom d'un plat? Voilà. Est-ce que c'est parce qu'à cette occasion-là, on servait aussi le crabe, puisque les Caraïbes mangeaient à l'époque le crabe avec, vous voyez, une sauce pimentée, une pimentade et des choses, voilà. Alors, je fais des recherches et puis je trouve sur un site afro où beaucoup d'Antillais interviennent que ce plat-là s'appelle ATT et ça vient d'une langue fon, de la langue Fongbe, qui est une langue du Bénin. Donc je fais le lien avec le fait que nous avons reçu beaucoup de Béninois du Bénin et puis je regarde comment le terme qui est utilisé pour désigner ce plat, le crabe, c'est atutu, mais avec un accent. Et comment ça devient? Donc, le plat qui désigne ce que nous mangeons à Pâques et à Pentecôte, c'est un plat d'origine fongbe, enfin d'origine béninoise, ou de béninoise, et qui désigne donc un plat de crabe, plat préparé à base de crabe et je ne sais quoi. Comment, effectivement, le nom du tabouret passe au plat? Ben, on sait, voilà, on s'imagine, les gens ont besoin de mots, ils sont assez nouveaux les uns les autres. Alors, tout ce qui est resté dans la mémoire peut servir. Mais c'est à nous, les scientifiques, d'aller chercher pour remettre un peu d'ordre dans le désordre, justement, qui caractérise notre rapport à notre histoire et à nos pratiques culturelles. En Guadeloupe, on l'a appelé ATT, mais c'est le même mot. Et pour savoir pourquoi c'est U ou E, il faut comprendre, avoir fait un petit peu de linguistique et savoir que les voyelles, elles sont en fonction de la façon qu'on a des langues qu'on parle, la façon qu'on a de les entendre, soit très ouvertes, soit fermées, eh bien, on peut entendre des voyelles différentes. Et par exemple, chez nous qui nous moquons beaucoup des mots, qui nous moquions, j'espère qu'on a dépassé ça, des personnes qui parlaient un français qu'on trouvait banal. Eh bien, très souvent, le U, j'ai dû pour dire j'ai dit, ou bien j'ai vu pour dire j'ai vu. Très souvent, nous avons, le U est devenu I. Et le U de Atutu est devenu E en Guadeloupe, probablement parce qu'ils ont aussi des origines un peu différentes des nôtres, mais la source serait béninoise quand même. La source est béninoise, mais je veux dire, si dans les prononciations, il y a des gens qui entendaient la langue différemment ou qui dans d'autres langues originales ont entendu prononcer les voyelles comme ça, on a des gens, des étrangers, des Européens aussi, qui prononcent ces voyelles-là en les déformant beaucoup. Et c'est parce que ce sont des voyelles, parce que les consonnes restent assez stables. Mais donc il n'y a pas de grande question à se poser. Pourquoi? Puisqu'on trouve le même radical tété. Tutu A, tété, c'est le même mot. D'accord. Aujourd'hui, donc tout le monde va partir, enfin en tout cas de manière traditionnelle, tout le monde va manger le matutu, etc. Est-ce que ça a toujours été un plat, le crabe, est-ce que ça a toujours été une ressource appréciée finalement? Ou est-ce qu'il n'y a pas un mot, vous l'avez un peu dit, c'était pas un peu le repas du pauvre, le repas de ce dont on ne voulait pas nécessairement, ce qui était à disposition mais qui n'était pas prisé. Et comment finalement ça a changé de statut au fur et à mesure des fur et à mesure, maintenant on est en train de nous le supplanter et de nous donner celui de Madagascar, mais enfin qui n'a pas du tout la même consistance. Hein. C'est difficile de faire prendre un vrai bon matutu avec les crabes de Madagascar. Ils sont très spongieux, mais ce que ça nous montre, c'est que oui, en fonction des ressources disponibles, des époques, des statuts des gens, des groupes. Vous voyez, par exemple, les colons les mangeaient abondamment, en faisant une consommation abondante, puisqu'ils n'avaient rien. Et puis, dès qu'ils ont commencé à monter dans l'échelle sociale, eh bien, ils ont trouvé que ça s'était mangé malgré. Et ils ont laissé ça. En plus, ça leur permettait, comme ils ne remplissaient pas leur fonction, leur mission auprès des Africains, des esclavagés, ça leur permettait de laisser la nature s'en occuper. Donc les Africains qui savaient les apprêter, les chassaient et les mangeaient comme je l'ai dit tout à l'heure, du beurre sur les épinards, parce que c'était une manière d'agrémenter des repas. Des rations.
oui, puis de les agrémenter, parce que ça devait être aussi, même s'ils avaient un art culinaire quand même, ils avaient l'usage des herbes, ils connaissaient beaucoup d'utilisation des racines, etc. Eh bien, ça faisait de la viande. Ce qui remplaçait la chair, la viande qu'on ne leur donnait pas, c'était le crabe. Donc c'était bien un repas de nègre, comme on l'a dit, ou de malheureux. Voilà. Et puis, petit à petit, ben, c'est resté une tradition qu'on a probablement, eh bien, je ne sais pas, améliorée dans sa préparation. Et aujourd'hui, peut-être que la pâte à masse, elle est venue pour donner des couleurs, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, ça fait partie de la tradition. Les gens ne veulent plus forcément le faire soi-même, mais ils vont l'acheter dans les supermarchés parce qu'une Pâques, une Pentecôte sans un repas de crabe, c'est pas forcément une vraie Pâques, puisqu'on ne mange pas, on n'a pas accès on n'a pas droit à la viande, mais on a droit au crabe. C'est une chair maigre et c'est un repas absolument convivial parce qu'on s'assied là et pendant 4 heures, 5 heures, on décortique. Ils sont en train de sucer les pâtes. Les pâtes, et c'est ça qui fait la convivialité. C'est pour ça que c'est une manière très très intéressante d'analyser le rapport que d'abord les esclavagiens avaient entre eux, mais que nous avons gardé aussi parce que c'est une manière de rester autour d'une table, de se parler et de casser les petites pâtes qui sont vraiment, que je connais beaucoup de gens qui font des crises de nerfs dessus et qui les jettent, mais chez nous, c'est très difficile de voir les gens jeter des pâtes de crabe. Voilà, les écraser avec les dents, mais la chair à ce moment-là, ben, on n'a pas. Donc il faut choisir de les casser donc à table, se parler, échanger, boire un petit coup de vin avec, je ne sais quoi. Mais c'est sur le plan de la convivialité, du lien social, c'est un lien très important. Même les gens vont à la mer aussi, à la mer. Et quand ils sont à la mer, regardez, étalés sur la plage avec leurs gros canaris, comment ils mangent leur crabe avec la musique et tout le reste. Non, c'est un moment de notre culture, un moment de convivialité, du vivre ensemble chez nous, qui est absolument, pour moi, intéressant. Parce que dans les autres pays, il y a peut-être d'autres choses. Hein, on mange d'autres petites choses, mais ça là, les crabes qu'on mange pendant des heures. D'ailleurs, c'est qu'en Martinique et en Guadeloupe, dans la Caraïbe en tout cas, oui, qu'on mange des crabes, parce que les repas de Pâques et de Pentecôte dans le reste de la Caraïbe sont différents. Vous avez dit aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de cette idée que quand les colons ont changé de statut, ben, ils ont un peu délaissé le crabe. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des œufs de Pâques, il y a des chasses aux œufs, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une tradition qui est encore pérenne, finalement, qui reste, le matoutou? Ou bien sûr, vous pensez que finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de s'embourgeoiser aussi d'une certaine façon et puis on délaisse peut-être le matoutou? Oui, alors je ne sais pas si on s'embourgeoise, mais je sais qu'on s'aliène. Et ça, cette tradition de France, à travers les grandes surfaces qui importent tout ce qui se vend en Europe, en Occident, ben, ces traditions font que les gens s'habituent petit à petit à vivre comme des Européens. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'une tradition, vous avez vu, qui n'était pas très riche en calories, etc., qu'on prenait aussi le temps de... la diète un peu. Voilà. Et c'était d'ailleurs une période un peu de diète, puisque c'est une période où il ne faut pas consommer beaucoup. Pas de viande, pas de chair grasse, pas tout ça. Eh bien, on a remplacé ça par le fait que on importe de plus en plus les traditions européennes à la Martinique, occidentale, française, et que les gens font la chasse. Maintenant, on va semer des petits chocolats dans les jardins ou dans les immeubles, je ne sais où, et on demande aux enfants de faire comme les petits blancs. Et je suis désolée, mais ça, c'est comme ça qu'un peuple se perd ses traditions et fait des choses. D'abord, le chocolat au printemps en Europe, il reste dur. Chez nous, sous le soleil, je ne sais pas combien de temps il tient. Et on voit plein d'aberrations comme ça. Et je trouve que même si les parents, parce que bon, le chocolat, c'est associé maintenant de manière presque... on peut pas, on a du mal à dire oui, mais on peut faire quand même un effort, rattacher l'enfant à sa tradition, l'amener à... Je vous disais tout à l'heure qu'il y a un petit garçon qui a lu le livre et qui a demandé à son père tout de suite de lui faire sa ratière. Et quand il aura des crabes,
eh ben, il va demander à sa mère ou à son père de lui faire son matoutou. Vous voyez, ou son atoutou. Donc ça veut dire qu'on peut renouer très vite avec nos traditions. Et si les enfants ont envie de chocolat, qu'ils les font grossir, etc., alors que le crabe les garde en bonne santé, pour sa chair et pour tout ça, ben, chers internautes, remettez les enfants au crabe, remettez vous-même au crabe et arrêtons de copier tout ce qui se fait. C'est pas parce que les supermarchés sont remplis de chocolat qu'il faut qu'on s'empiffre. Regardez comment nos enfants sont gros aujourd'hui, et je le dis en étant un peu vilaine. Non, on peut arrêter ça, on peut essayer de... Bon alors, faites combinez les deux. Mais faites voilà, 80% de crabe et puis 20% de chocolat. Souvent pas de résistance et puis œufs de Pâques en dessert. Un petit dessert. Mais aller chercher des chocolats dans le jardin, comme le font les gens là-bas, sont des œufs de Pâques d'abord. Il y a tellement de travail. Enfin, je vous dis ça parce que je sais comment c'était. Moi, j'ai vécu en Europe beaucoup, donc je sais comment ils font leurs affaires. Mais jamais à la Martinique, je n'ai touché à ça. Jamais. Ça me paraissait tellement incroyable. Mais bon, avant, on n'en avait pas dans le supermarché. Maintenant, le supermarché, c'est ma ville à moi, n'est-ce pas? Ou bien mes endroits à moi. Donc, on prend tout ce qu'il y a et on considère que si on n'a pas ça, on n'est pas tout à fait entier, tout à fait... et l'aliénation, elle s'installe comme ça, mais durablement. Parce que nos petits, ils n'ont pas connu les crabes. Comme nous, quand on va acheter du chocolat, on sait qu'il y a les crabes. Mais les petits ne savent pas, parce que les parents ne leur donnent pas, ne leur rapportent pas la tradition. Alors j'ai écrit le livre un peu pour ça, pour que les parents le lisent avec les enfants, et pour que les enfants aient envie, parce que c'était un rite de passage oui, c'est ce que pour nous aider. Vous disiez. Il y a à la fois une dimension générationnelle, c'est-à-dire de transmission entre celui qui va chasser le crabe et qui transmet aux plus jeunes, mais comment faire la ratière, qui l'emmène, etc. Il y a cette idée de rite aussi initiatique, donc on a l'autorisation, on va faire quelque chose avec les plus grands. Et puis, il y a, de ce que vous disiez aussi, il y a cette idée dans ce rite initiatique, on devient un peu plus autonome, on est confronté à la nature. On garde son argent de poche. On garde son argent de poche, donc on prend une forme d'indépendance. Et puis, mine de rien, d'après ce que vous disiez aussi dans le livre, la chasse au crabe, c'est quelque chose qui se fait avec qui a sa propre terminologie, la crabière, la ratière, etc. Et qui se fait avec des outils aussi, je pense notamment au-delà de la ratière, au flambeau par exemple. Et toute la première partie montre comment on fabrique une ratière. Exactement. Voilà. Donc c'est très finalement, au-delà de la ressource crabe, il y a tout plein de paramètres autour, cette idée de transmission, de rite, etc. Et puis qui s'inscrit aussi dans le cadre d'habitudes alimentaires. Est-ce qu'il y a des questions, Naina? C'est pour ça que c'est anthropologique. Pas de questions? Les gens sont toujours connectés? Bon, tant mieux alors. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, Madame Esmeralda? Moi, sur la question du rite, il faut savoir que nos garçons, avant que la Martinique ne soit aussi urbanisée et réurbanisée, puisque même dans les campagnes, on voit aussi maintenant les HLM, eh bien, les garçons avaient la savane, enfin je dis les garçons, les filles aussi, avaient la savane, la nature pour eux. Donc ils grimpaient aux arbres, ils couraient après les petites bestioles, les andolis, ils chassaient les oiseaux à l'arbalète, ils cuisinaient eux-mêmes le fruit de leur chasse, etc. Et il y avait la période de Pâques qui était marquée par ce rituel de la chasse au crabe. Et la chasse au crabe, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était le moment où l'adolescent, mais c'est vrai qu'à un moment, c'était les adultes qui chassaient et qui l'ont transmis aux ados. Les ados partent, on a réglementé maintenant la chasse pour ne pas protéger l'espèce, mais au départ, les ados fabriquaient leurs ratières, allaient les poser et les levaient parce qu'ils savaient comment repérer qu'un crabe était à l'intérieur, et ils partaient avec un sac en jute et ils le remplissaient comme ça en faisant du ramassage. Il n'y avait pas encore peut-être ce qu'on a aujourd'hui, comment on appelle ça, lorsque les gens passent, ils n'ont pas posé de ratière, pas semé, mais ils récoltent. Hein, comment on appelle ces gens-là? Des rescueurs, des voleurs. Bon, voilà, peu importe. Et du coup, le gamin qui faisait ça, le jeune, il était
voilà, sortir de l'enfance, aller dans l'adolescence, parfois même bien avancé dans l'adolescence, il avait des besoins. Parfois, les parents n'avaient pas les moyens de lui donner, les satisfaire. Donc, il allait chasser, il récoltait des sommes parfois très importantes et il les investissait dans les choses qu'il voulait s'acheter, s'offrir, se faire plaisir. Et donc, c'était... C'est un moyen d'émancipation aussi, d'une certaine façon. Émancipation, apprentissage d'autonomie, gestion de budget, et puis surtout savoir le sens de l'effort. J'ai travaillé, j'ai récolté de l'argent, et je vais investir cet argent-là dans une chose, un appareil, une radio, je ne sais pas, quelque chose dont j'ai envie et que mes parents ne peuvent pas ou ne veulent pas m'offrir. Parce que les parents disaient, allez travailler pour faire un bagage picot, ou bien si on besoin de ça, allez travailler pour gagner. Donc il y avait vraiment quelque chose de formateur dans cette tradition. Et ça serait dommage parce que nos gamins sont maintenant dans les HLM, dans les cités, ils sont dans des consoles, ils grossissent parce qu'ils ne font pas assez d'exercice et ils n'ont pas de contact avec la nature, hein, comme on l'a déjà souligné. Et ce contact-là, il est très important, si bien que nous sommes enfermés dans des espaces et le reste de la nature martiniquaise, eh bien, elle est appropriée par d'autres gens puisque nous n'y sommes pas. Donc il faut que les gens comprennent que c'est leur pays et que si on fait disparaître toutes nos traditions, bientôt on ne sera nulle part parce que les autres, d'ailleurs les gens voient des personnes poser des ratières, ils sont fiers, donc pourquoi c'est là, comment, et ils font les mêmes choses. On a déjà des gens qui vendent des cacahuètes et qui vendent des quinettes sur le bord des routes, donc c'est à nous de garder nos traditions, de les préserver. En plus c'est très plaisant, c'est une tradition très... Moi j'achetais mes crabes chez Joanne. D'accord. Malheureusement, Joanne est partie. Donc, il faut... Est-ce que vous allez chasser les crabes? Non, je ne vais pas chasser, mais quand ils ont chassé et qu'il faut les vendre, moi je suis la première à leur en acheter parce que c'est leur métier de chasser. Il faut leur laisser cette tradition, les emmener à la pratiquer. Et nous, on doit être des acheteurs, des acheteuses, des consommateurs du crabe pour que la chaîne soit préservée. Depuis le fabricant de ratières jusqu'au consommateur, et puis la famille qui est là, le bout de la chaîne, qui va faire que, voilà, on aura plaisir à manger ce qu'on a acheté d'abord chez un jeune qu'on connaît, ou bien chez Joanne, ce sont ses parents avec qui il mangeait ses crabes chassés et nourris pendant 15 jours à un mois. Hein, voilà. Super, et je vous remercie Mme Esmeralda. Comme je vous ai dit, le livre Joanne, chasseur de crabes, est très bien fait. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, ça se lit très facilement. C'est très bien documenté aussi, avec des questions comme pourquoi le crabe mutile, comment il se nourrit, à quoi servent les pattes du crabe, mais aussi pas mal de photos, des plans de ratière, etc. Et on voit le mâle et la femelle, la crotte, comment on reconnaît qu'il y a un crabe dans un terrier. Alors je voulais dire aussi un petit mot, puisque les dessins, on voit que les crabes sont dessinés, lorsqu'on parle des différentes sortes de crabes qui existent en Martinique, et donc c'est le peintre, l'artiste Dan Maxime qui les a dessinés. Donc ce sont de vrais dessins, hein, il les a fait sur les supports que j'ai photographiés. Mais ce sont de vrais dessins qui existent en plus grande taille, plus grande dimension, et on voit les couleurs sont préservées, etc. Donc il y a un petit glossaire aussi pour que le vocabulaire justement afférent à cette tradition soit connu. Quand on parle de ça, même de crabière, qu'est-ce que c'est, et pour la ratière, les différentes parties. Non, très bien fait. En tout cas, je vous remercie à tous de vous être connectés. Merci Mme Esmeralda d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain tour gourmand ou une prochaine invitation sur un sujet lié à la cuisine.